à tous, il est donc 11 h, on va pouvoir commencer le webinaire. Donc merci à tous d'être connectés pour participer à ce webinaire. J'espère que le confinement se passe bien pour tout le monde. Je sais que c'est une période un petit peu difficile, un petit peu particulière. Donc c'était aussi la raison pour laquelle Eurofins avait décidé de vous proposer une série de webinaires gratuits autour du thème de l'audit environnemental. Donc, il y a 4 webinaires qui ont été planifiés. Celui-ci, c'est le premier. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la découverte, disons, de l'audit environnemental. Et nous aurons 3 autres webinaires ce mois-ci autour de ce thème et nous rappellerons à la fin du webinaire quels sont les thèmes à suivre. Donc, je m'appelle Francesca Giometti, je suis la référente sur les questions environnementales au sein de la société Eurofins AQM et je suis aussi en charge du service des formations, c'est-à-dire les formations organisées à la fois pour les usines et aussi pour nos clients, les marques textiles principalement, qui souhaitent mieux comprendre les problématiques sociales et environnementales en usine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu la chance de travailler pendant 4 ans basée au Bangladesh, où j'étais en charge de l'audit environnemental. Donc, mon objectif aussi lors de ces webinaires, c'est de partager avec vous l'expérience terrain. J'ai eu la chance de visiter des usines au Bangladesh, en Inde, en Chine, au Cambodge, en Turquie, au Maroc, pour évaluer les points environnementaux. Et du coup, je souhaite partager avec vous cette expérience terrain et surtout parler de choses très concrètes avec vous. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Je vais faire une présentation d'à peu près une demi-heure, un tout petit peu plus éventuellement, mais ça nous laissera le temps ensuite pour des questions et des réponses. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions. Vous avez un petit bouton questions-réponses et donc vous pouvez poser vos questions et à la fin de ma présentation, je lirai vos questions et j'y répondrai. Si je n'ai pas le temps de répondre à toutes questions, évidemment, je ferai un email suite à ce webinaire à tous les inscrits pour réponse. Pendant cette présentation, il y aura aussi quelques petites enquêtes, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui vont apparaître sur l'écran auxquelles on vous demande de répondre. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est anonyme. Hein. Donc, on ne verra pas qui a répondu quoi. Par contre, c'est intéressant, voilà, pour de notre côté, en savoir un peu plus sur vous et surtout pour pouvoir rendre cette session un petit peu plus interactive. Évidemment, à la fin de ce webinaire, je récapitulerai quels sont les points clés et ce webinaire est enregistré. Donc, il sera disponible aussi pour être revisionné sur notre chaîne YouTube. Nous vous enverrons un email avec l'accès à cette vidéo et vous aurez aussi accès à la présentation PowerPoint que j'utilise pour ma présentation. Allons-nous parler aujourd'hui? Donc, j'ai organisé ce webinaire en 3 parties. La première, ça va être vraiment sur le périmètre de l'audit environnemental. Nous allons voir non seulement quels sont les chapitres de l'audit environnemental, mais surtout nous allons voir de quel site de production il s'agit, quels sont les sites qui sont ciblés pour ce type d'audit et pourquoi réaliser des audits environnementaux. Ensuite, nous allons avoir une deuxième partie sur un aperçu des initiatives et des standards autour. Alors, on n'aura pas le temps de rentrer trop dans le détail. Par contre, l'idée, c'est de vous donner un aperçu et sachez qu'on aura un webinaire qui sera dédié à l'explication de ces standards et de ces initiatives. Donc, si vous voulez approfondir ce sujet, vous pourrez aussi assister à un autre webinaire. Et finalement, à la fin de ce webinaire, je souhaiterais vous donner aussi un peu plus d'informations sur les problématiques environnementales qui touchent les pays de production. Donc, on va surtout parler des pays de production les plus importants, qui sont ceux situés en Asie. Je pense évidemment à la Chine, à l'Inde, au Bangladesh, mais je vous parlerai aussi de la Turquie pour vous donner un aperçu des enjeux environnementaux dans ces pays. Alors, première petite enquête. Donc, vous allez voir apparaître un petit questionnaire. Donc, je lance le questionnaire.
Donc, vous avez 3 questions. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à ce webinaire. Donc, ça, c'est la première question. Ensuite, on voudrait savoir plus ou moins comment vous évaluez votre connaissance actuelle de la question de l'audit environnemental. Et troisième question, selon vous, parmi différentes thématiques environnementales, laquelle est la plus critique pour les usines? Donc voilà, prenez le temps de répondre. Normalement, vous voyez bien tous apparaître le questionnaire. Vous pouvez voter, donc vous choisissez vos réponses. Voilà, je vous laisse encore un petit peu de temps. Ne vous inquiétez pas, comme je le disais au début, c'est anonyme, hein, donc je ne sais pas qui répond quoi. Par contre, on aura les résultats au global. Donc, je laisse encore quelques secondes, car je vois que pour l'instant, il y a 50% des participants qui ont répondu. N'hésitez pas à répondre, hein, c'est vraiment juste pour avoir voilà, quelques informations sur vous et sur votre connaissance du sujet. Encore quelques secondes pour ceux qui veulent répondre. Je vois qu'il y a 60% de gens qui ont voté. Les timides, n'hésitez pas à voter vous aussi. Ok, bon, je ne vais pas prendre plus de temps là-dessus, donc je vais arrêter l'enquête et on va pouvoir voir les résultats. Donc, je partage avec vous les résultats. Voilà, donc normalement, vous voyez les résultats. Donc, on voit ce qui est intéressant comme réponse à la première question. 40% des répondants qui disent « Je dois travailler sur ce sujet, donc voilà, je suis preneur du plus d'informations possible. » Eh bien, tant mieux. Ensuite, en termes de connaissances sur l'audit environnemental, les initiatives qui existent, comment se passe l'évaluation, on voit qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui participent à ce webinaire qui considèrent que voilà, ils ont plutôt un niveau de connaissance de débutant, hein, en dessous de 25%. Donc, tant mieux. On espère que vous allez en apprendre vraiment autant que possible pendant ce webinaire et les suivants. Finalement, très intéressant, d'après vous, quel est le sujet environnemental le plus critique pour les usines textiles et du cuir? Il y a un certain nombre de personnes, en majorité, qui ont répondu le traitement des eaux usées. Et puis, on voit que c'est assez équilibré sur les autres sujets, comme les substances dangereuses, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau. Effectivement, c'est intéressant que le sujet des eaux usées soit quand même ressorti, puisque c'est effectivement un des enjeux les plus critiques et on en parlera dans ce webinaire. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Ok, donc je ferme le pool. Alors, on va pouvoir continuer. Donc, le périmètre de l'audit environnemental. Alors, tout d'abord, quand on dit audit environnemental, il faut savoir où on se situe dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous voyez qu'ici, on a depuis la partie des matières premières jusqu'au magasin, on a différentes étapes, évidemment, dans la chaîne d'approvisionnement. Et l'audit environnemental, c'est un audit qui concerne la... Donc, une fois que la matière première a été transformée, donc dans le cas du textile, hein, évidemment, en fil pour ensuite en faire du tissu pour arriver jusqu'à la partie de l'assemblage des vêtements, on est voilà, sur cette étape-là pour les audits environnementaux. Mais on va voir qu'au sein de cet échelon de la chaîne de production, qui est donc les usines, quand on parle d'audit environnemental, à la différence de l'audit social, on n'est pas toujours sur le rang 1. Alors, je vais essayer d'expliquer de façon voilà, assez... on essaye de simplifier des scénarios de chaîne d'approvisionnement pour vous montrer que voilà, dans certains cas, votre fournisseur de rang 1 est uniquement celui qui s'occupe de l'assemblage du produit fini et il peut faire appel à un autre fournisseur pour le tissu. Donc, le tissu qui va être teint donc, dans une autre usine. Donc, ça, c'est un scénario possible. Donc, là, vous voyez que lorsque vous souhaitez faire un audit environnemental, ce qui est intéressant, c'est d'aller justement identifier ce type de fournisseur. Donc, de trouver ces usines qui sont celles
qui font de la teinture, notamment, qui sont les usines où on a du wet process, donc de l'eau et des produits chimiques qui sont utilisés. Donc, vous avez différents scénarios. Donc, c'est à vous de faire une certaine cartographie de vos fournisseurs pour réussir à identifier où se situent ces usines qui font du wet process. Donc, dans certains cas, ça ne sera pas votre fournisseur de rang 1, ça sera le fournisseur du fournisseur de rang 1, mais vous aurez peut-être des usines intégrées, donc des fournisseurs de rang 1, où vous aurez effectivement les différentes étapes, dont celle de la teinture du tissu qui vous intéresse pour votre audit environnemental. Donc voilà, la difficulté de l'audit environnemental, contrairement à l'audit social où on se concentre sur le rang 1, dans le cas de l'audit environnemental, on doit aller chercher parfois ces fournisseurs de rang 2, puisqu'on s'intéresse à ces usines où on a de l'eau et des produits chimiques qui sont utilisés. Effectivement, de quelles usines parlons-nous? Je vous donne, alors, la plupart des participants viennent du monde du textile et du cuir, donc on va beaucoup parler textile, mais j'en profiterai aussi pour parler de quelques autres typologies de sites de production qui sont aussi des sites qui pourraient être audités sur le plan environnemental. Alors, dans le cas du textile et du cuir, on est sur les typologies d'usines qu'on appelle wet process. Donc, comme je le disais, des usines qui utilisent de l'eau et des produits chimiques. Donc, sans surprise, la teinture du tissu, la teinture du fil, mais ça peut être aussi le printing. Ça peut être aussi, et ça c'est vraiment une des typologies de produits sur lesquels il faut réellement s'intéresser quand on veut regarder l'impact environnemental, c'est le denim. Le denim, c'est vraiment l'un des produits sur lequel on a le plus d'enjeux environnementaux, avec énormément de produits chimiques dangereux qui sont utilisés et voilà, beaucoup de process pour obtenir le produit fini qui sont très polluants. On a bien entendu aussi le cuir, les tanneries, qui sont une typologie d'usine à auditer, et d'autres usines comme les accessoires. Alors, ça, c'est pour le textile et le cuir. Si on est sur d'autres process industriels, il suffit de penser en fait à tout process industriel qui peut nécessiter l'utilisation de produits chimiques, d'eau et d'énergie. D'autres process industriels, donc par exemple l'électroplating, le revêtement de pièces métalliques. Ça, c'est par exemple un process qu'on voit pour les accessoires, mais qu'on voit aussi dans l'industrie des produits électroniques. Et d'ailleurs, à nouveau, on n'est pas sur les usines d'assemblage de produits électroniques, mais on est sur des usines de préparation de composés électroniques. Voilà, donc à nouveau, là aussi, une certaine difficulté, puisqu'il faut aller chercher, pas directement le fournisseur de rang 1, mais remonter la chaîne d'approvisionnement. On a aussi, là je vous ai mis des photos où on voit un chemical store dans une usine qui fait des household products. Donc, même voilà, des produits qui sont utilisés pour la maison, avec par exemple des pièces métalliques qui vont avoir besoin d'être recouvertes de peinture. On a des produits chimiques, on a des problématiques environnementales importantes. Alors, pourquoi réaliser des audits environnementaux? Donc, la raison numéro 1, c'est qu'on veut vérifier la conformité avec les lois environnementales dans le pays, sachant que dans beaucoup de pays de production, les réglementations sont faibles. Alors, soit elles sont faibles, soit elles sont strictes, mais elles ne sont pas respectées. Ou alors, on a un manque de contrôle des autorités locales pour vérifier la conformité avec la loi. Donc, faire un audit environnemental, c'est justement aller vérifier que l'usine a bien pris conscience de quelles étaient les réglementations dans son pays et qu'elle les respecte. Ça, c'est une première chose. Ceci dit, l'audit environnemental va beaucoup plus loin que la loi. La loi, dans certains pays, elle peut être très limitée, ou alors elle ne peut concerner que certains sujets. Par exemple, une autorisation pour émettre des polluants dans l'atmosphère, une autorisation pour le déversement des eaux usées après traitement. Mais, par exemple, il peut ne pas y avoir grand-chose sur les produits chimiques. C'est la raison pour laquelle, avec l'audit environnemental, on liste toute une série d'exigences qui vont permettre de couvrir tous ces sujets qui ne sont pas forcément couverts par la loi. Donc voilà, ça c'est un des points principaux. Deuxième raison,
pour la réalisation des audits environnementaux, c'est qu'on est quand même aujourd'hui encore sur de nombreux fournisseurs qui découvrent le sujet. Alors, certes, il y en a de plus en plus qui savent qu'après les audits sociaux, ce sont les audits environnementaux qui vont arriver, mais on remarque qu'il y a quand même un manque de connaissances sur le sujet. On remarque surtout qu'il y a un manque d'expertise. C'est-à-dire que si maintenant, au sein de nombreuses usines, on a un responsable pour l'audit social qu'on appelle le compliance manager, cette personne est habituée à faire face à des audits sociaux, mais moins habituée à faire face à des audits environnementaux. Donc, c'est un sujet qui est relativement nouveau. Et l'audit environnemental, ce n'est pas juste pour évaluer, c'est aussi une façon de faire parler du sujet, de sensibiliser et aussi de parler de santé-sécurité. On verra que l'audit environnemental, certes, la finalité, c'est protéger l'environnement, mais c'est aussi protéger l'environnement de travail des ouvriers. J'y reviendrai. Évidemment, on parle aussi de protéger l'image de marque des risques environnementaux. Donc, je vais vous montrer une photo. Donc, ça, ce sont des photos que j'aime beaucoup. Pourquoi? Ce que je souhaite montrer avec ces photos, c'est que la plupart du temps, lorsque les acheteurs vont visiter une usine, donc on va dire que voilà, ça c'est moi, mais la personne que vous voyez sur la première photo, ça pourrait être un acheteur qui est arrivé en usine et souvent l'emploi du temps tout est minuté. La personne qui vient visiter l'usine n'a pas beaucoup de temps, donc elle va faire un tour très rapide. Elle va aller dans le bureau pour discuter du business. Ce qui se passe, c'est que du coup, c'est le responsable de l'usine qui décide où est-ce qu'il veut emmener son client, son acheteur. Et vu que l'acheteur n'a pas beaucoup de temps, il n'a pas la possibilité d'aller forcément visiter toute l'usine. Or, cette même usine, donc ça, la première photo, c'est pour montrer le bâtiment principal, hein, à l'entrée de l'usine. Et dans cette même usine, si on contourne le bâtiment et qu'on va à l'arrière du bâtiment principal, on voit la deuxième photo. Donc, qu'est-ce qu'elle montre, cette deuxième photo? Elle montre, donc ça, c'était une usine de dénime. Cette photo, elle montre que ça, c'est un canal ouvert où on voit les eaux usées donc, qui sortent de l'usine et qui vont aller vers la station d'épuration. Or, voilà, ce canal, on voit qu'il y a une distance qui est très minime entre la surface de l'eau et le haut du canal. Donc, ça veut dire qu'en cas de pluie très forte, il peut y avoir un débordement. On voit aussi que ce qui se passe ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui est responsable de récupérer les éléments solides qui sont dans l'eau et il les met directement sur le terrain à côté. Donc là, il y a un risque de contamination des sols qui est très important. Donc, pour en revenir à pourquoi faire un audit environnemental, le message, c'est que quand vous avez des équipes qui vont sur le terrain, elles n'ont pas toujours la possibilité de tout voir. Or, lors d'un audit environnemental, le rôle de l'auditeur, c'est d'aller inspecter tout autour de l'usine, tout ce qui se passe et de justement identifier ce genre de situation à risque. Alors, une autre raison qui, selon moi, est vraiment très intéressante et importante, c'est que souvent, les usines de rang 2, qui sont celles donc qu'on va privilégier pour l'audit environnemental, ne sont pas forcément des usines qui ont été auditées sur le plan social. Or, sachez que dans ces usines de rang 2, où on va faire des audits environnementaux, on est finalement dans un environnement de travail qui est dangereux pour les travailleurs. Pourquoi? Parce qu'on utilise beaucoup de produits chimiques dangereux. Et voilà, vous pouvez voir ici, effectivement, par exemple, des travailleurs sur cette photo qui sont en train de faire ce qu'on appelle le PP spray, permanganate potassium spray, donc qui est un produit chimique dangereux, qui est pulvérisé sur le dénime pour obtenir un certain effet sur le tissu. Et vous voyez que l'un des travailleurs ne porte pas de masque. Or, la respiration de l'air contaminé est une des façons par lesquelles les travailleurs sont le plus en danger. Et ça, dans un audit environnemental, même si ce n'est pas l'objectif premier de faire de la santé-sécurité, mais tout de même, l'audit environnemental va s'attacher aux questions de la qualité de l'air et de la gestion des produits chimiques. Donc, indirectement, en s'attaquant à ces sujets, on va bien évidemment essayer de réduire l'exposition des travailleurs à ces risques et ces produits chimiques. Alors, maintenant, on va pouvoir parler du périmètre de l'audit
environnemental. Alors, ce que je vais vous présenter ici, c'est un périmètre qui est souvent repris, quelle que soit l'initiative ou le standard. Il peut y avoir des petites différences, mais globalement, tous les chapitres que je vais vous présenter, ils sont dans la plupart des initiatives et des standards. Donc, le premier point, ça va être la conformité avec la loi et la réglementation. Donc ça, par exemple, nous, dans le cadre d'Eurofins AQM, notre audit environnemental, il a décidé, enfin, on a décidé de traiter ce sujet à part. Pourquoi? Parce que effectivement, il y avait des différences tellement importantes d'un pays à l'autre. On s'est dit, voilà, on va traiter ce sujet à part. Comme ça, pour la personne qui relit le rapport, ça sera immédiatement clair ce qui est de l'ordre de la conformité, uniquement de la conformité avec les réglementations. Et ensuite, on aura tous les autres chapitres qui pourront être traités indépendamment de la loi, ce qui permet aussi en fait, de comparer des usines dans des pays différents. Alors, un autre chapitre de l'audit environnemental, c'est le système de management environnemental. Donc, ça, c'est un chapitre extrêmement important puisque c'est le cadre. C'est, par exemple, est-ce qu'il y a un manager qui est en charge de la coordination de tout ce qui tourne autour de l'environnement? Est-ce qu'il y a une politique environnementale? Est-ce qu'il y a un plan d'action avec des objectifs? Voilà, ça va être des choses comme ça. Ça va être surtout sur comment l'usine est organisée pour essayer d'améliorer sa performance environnementale. Donc, on est sur le cadre, on n'est pas sur les résultats. Ensuite, sur l'eau et l'énergie, qui sont des chapitres assez similaires en termes d'approche, puisque le but, c'est de vérifier que l'usine a, par exemple, installé des compteurs, qu'elle est capable de mesurer quelle est sa consommation d'eau, qu'elle est capable de mesurer quelle est sa consommation d'énergie. Ensuite, il faut vérifier évidemment que ces compteurs sont bien installés. Dans le cas de l'eau en particulier, si un compteur est mal installé, et ça arrive souvent, on n'aura pas des données qui seront fiables. Une fois que les compteurs ont été installés, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment l'usine fait son suivi, comment elle remonte des indicateurs et surtout, qu'est-ce qu'elle met en place comme action pour essayer de limiter le gaspillage. On en est déjà là. Il faut qu'une usine, elle commence par identifier comment moins gaspiller d'eau et d'énergie. Une fois qu'elle a fait ça, elle peut se fixer effectivement des objectifs et mettre en place des actions pour faire encore mieux, économiser encore plus d'eau et économiser encore plus d'énergie. Donc ça, c'est ces chapitres-là. Alors, la gestion des produits chimiques, c'est un des gros pavés de l'audit environnemental. C'est vraiment l'un des chapitres les plus importants. Pourquoi? Parce que dans ces usines de textile et de cuir, on est sur une utilisation très importante de substances très dangereuses. Il est donc indispensable qu'au sein de l'usine, il y ait une personne qui soit qualifiée pour faire le suivi. Donc, ça, c'est très important. Il ne s'agit pas juste d'avoir un inventaire et d'avoir une procédure de comment stocker les produits chimiques. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin, d'avoir par exemple une politique d'achat des produits chimiques dans laquelle l'usine pose, disons, des bases, va demander à son fournisseur de produits chimiques de respecter un certain nombre de règles. Par exemple, le fait que les produits chimiques doivent toujours être fournis avec les bons étiquetages, les bonnes fiches de sécurité. L'usine communique aussi à son fournisseur de produits chimiques la liste des substances qui ne doivent pas se retrouver dans les produits chimiques et elle doit demander à son fournisseur de produits chimiques de fournir des preuves que les produits vendus sont effectivement en conformité avec ces listes de substances à restreindre. Voilà, donc il y a toute une démarche, en fait, on n'est pas juste sur des petites actions inventaire, procédure, training. Il s'agit vraiment d'aller plus loin, d'avoir un management système autour de la gestion des produits chimiques. Après, évidemment, il y a aussi toute la partie gestion sur site. Comment stocker les produits chimiques, ça c'est extrêmement important pour éviter les accidents. Donc tout ça, ça va être aussi étudié dans le détail par l'auditeur. Donc là aussi, si vous voulez en savoir plus sur ce chapitre, on aura un webinaire plus poussé sur ce sujet des produits chimiques. Alors j'avance sur le traitement des eaux usées. Donc ça aussi, c'est un des gros chapitres. Et surtout, ce qui est important ici, c'est qu'on ne se base pas uniquement sur des documents. L'auditeur fait un travail très important de terrain.
L'auditeur va observer la station d'épuration, il va être capable de repérer s'il y a des choses anormales. Ça, c'est très important parce que dans beaucoup de pays de production où on sait qu'il y a un certain risque de corruption et de documents falsifiés, il est essentiel que l'auditeur ait les compétences pour cross-checker entre ce qu'il voit dans ces documents et ce qu'il voit sur le terrain. Il faut qu'il puisse vérifier par lui-même un certain nombre de choses pour avoir une image plus claire et plus exhaustive, plus réaliste de la situation. On peut avoir un rapport de test en sortie de la station d'épuration qui dit que tous les paramètres sont dans les limites imposées par la loi, et lorsque l'auditeur va observer la station d'épuration, il se rend compte qu'il y a de nombreux dysfonctionnements. Donc voilà, c'est important de croiser les informations. Alors, ensuite, on a la partie sur les déchets solides et dangereux. Donc ça, c'est un chapitre où on n'est pas juste sur vraiment stocker les produits, les déchets sur site, mais on va aussi pousser l'usine à mener l'enquête sur qu'est-ce qui est fait des déchets une fois qu'ils sont récupérés. Donc ça, c'est une des parties les plus critiques. Ce n'est pas uniquement comment l'usine elle les gère temporairement, mais c'est vraiment est-ce qu'on a un peu une visibilité sur ce qui est fait de ces déchets par la suite. Oula, pardon. Alors, ensuite, on a les émissions dans l'air. Donc là, on est sur une partie qui va être liée aux machines, mais aussi, rappelez-vous, les produits chimiques, c'est aussi une des sources d'émissions dans l'air. Donc là aussi, la qualité de l'air et comment mettre en place des mesures pour réduire ces émissions dans l'air, c'est un autre point important de l'audit environnemental. Je passe rapidement car c'est plus une question sur le bruit, la température, l'humidité. Et on a enfin le chapitre sur quoi faire en cas d'urgence. Alors ça, c'est un chapitre qui est aussi dans l'audit social, donc je ne le détaillerai pas plus que ça, mais c'est pour dire que, évidemment, ça peut rentrer dans le cadre d'un audit environnemental. Alors, comment se déroule l'audit environnemental? Donc, comme pour l'audit social, on est sur un croisement entre des documents, des interviews et des observations sur site. J'insiste beaucoup sur la partie observation sur site. Un bon auditeur environnemental, un auditeur qui va aller sur le terrain. C'est un auditeur qui va aller observer ce qui se passe autour de l'usine. C'est un auditeur qui va aller regarder ce qui se passe à chaque étape du traitement des eaux usées, qui va observer, par exemple, comment les travailleurs manipulent les produits chimiques. Effectivement, j'ai listé ici quelles étaient, à mon sens, les compétences et les connaissances les plus importantes pour l'auditeur environnemental. Donc, la connaissance sur la gestion des produits chimiques, elle est vraiment très importante, puisque, comme on le disait, c'est un pavé important de l'audit environnemental. Aussi, la connaissance sur les eaux usées. Donc, vous pouvez poser les questions quand vous voulez vous lancer dans une campagne d'audit environnemental. Demandez à la société d'audit de vous dire comment les auditeurs ont été formés sur ces sujets, en particulier la gestion des produits chimiques, le traitement des eaux usées. Les connaissances en ISO 14001, qui est le standard pour le système de management environnemental. Donc, connaître ce standard, c'est important, c'est un plus, mais voilà, attention, rappelez-vous que l'ISO 14001, c'est un cadre. Ça dit comment on doit s'organiser. Mais ce n'est pas un auditeur qui a uniquement été certifié ISO 14001, mais qui n'a jamais vraiment fait du terrain et qui n'a pas fait d'audit. Non, il faut vraiment qu'il ait les connaissances sur les problématiques précises que sont les produits chimiques et les eaux usées. Et j'ajouterais aussi un point très important, c'est qu'il y a une différence à nouveau avec l'audit social. Dans le cas de l'audit environnemental, l'auditeur doit vraiment jouer un rôle d'explication. Il n'est pas là juste pour évaluer, il doit aussi avoir cette qualité de savoir expliquer aux usines qu'est-ce qu'il est en train d'évaluer et pourquoi. Sur le rapport d'audit environnemental, pour finir sur ça, donc c'est comme pour l'audit social, vous allez avoir un rapport avec une présentation des résultats, un questionnaire d'audit, évidemment, un factory profile qui résume les informations principales sur l'usine, un plan d'action corrective et vous aurez aussi un rapport photo. Donc le rapport photo, il est très complet, c'est vraiment pour vous montrer à quel point sur ce sujet de l'environnement, il y a beaucoup de choses à observer en usine. Alors, je passe au deuxième chapitre.
je parle beaucoup, donc je vais un petit peu accélérer. Donc, sur les initiatives, l'ISO 14001, ZDHC, le Higg Index, je vais vous envoyer un deuxième petit survey pour savoir en fait comment vous évaluez la pertinence de ces initiatives. Sur quoi vous vous basez pour vous dire, voilà, selon moi, cette initiative-là est la plus pertinente par rapport à cette autre. Est-ce que, voilà, c'est… bon, alors, soit vous ne les connaissez pas du tout, soit c'est parce que vous écoutez un peu ce qui se dit au sein de votre réseau, au sein de l'industrie, soit vous avez fait votre benchmark. Donc, ça y est, vous avez commencé à étudier un peu toutes ces initiatives et vous commencez à vous faire votre propre idée. Ou alors, c'est juste en regardant sur les sites Internet, hein, c'est juste en regardant ce qui est disponible publiquement. Ou alors, ça va être basé sur le coût ou alors sur d'autres critères. Voilà, donc je vous laisse encore 15 secondes pour répondre. OK. Alors, je vais fermer le vote, même si je suis désolée si tout le monde n'a pas pu répondre. Alors, je vous montre les résultats. Donc, on voit que la plupart des participants donc, ne connaissent pas ces initiatives. Donc, déjà, effectivement, il va falloir mieux expliquer de quoi on parle. Mais on voit qu'il y en a aussi certains qui se basent beaucoup sur ce qu'ils entendent donc autour d'eux, hein, sur ce qui est dit dans l'industrie, et un petit peu moins sur des benchmarks ou des informations qui seraient publiques. OK, je vais fermer ça. Alors, là, je vous mets quelques logos. Donc, ça, c'est vraiment une introduction. Il y aura un webinaire dédié sur ce sujet, hein. On a l'ISO 14001. Donc, ça, on en a un petit peu parlé. C'est le standard pour le système de management environnemental. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que ce standard, il dit comment l'usine doit s'organiser, c'est-à-dire qui est responsable, quelle procédure il faut en place. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont expliquées en termes de méthodologie, de cadre, mais attention, l'ISO 14001 n'est pas une garantie de résultat. L'ISO 14001 ne dit pas à l'usine qu'elle doit se fixer des objectifs sur tel et tel sujet. C'est l'usine qui décide les objectifs qu'elle veut se fixer. L'ISO 14001 l'aide à bien articuler sa stratégie, c'est tout. Après, vous avez d'autres protocoles. Donc, il y a le Higg Index qui est assez connu. Donc, ça, c'est une auto-évaluation. Donc, l'usine reçoit un questionnaire, elle s'auto-évalue. Et après, il y a la possibilité de faire une vérification. Mais à la base, quand l'initiative est née, c'était vraiment uniquement pour que l'usine puisse remonter des informations par elle-même. Et le but du Higg Index, c'était aussi de faire une plateforme pour que tous les membres aient accès aux résultats. Le roadmap, donc avant ça s'appelait le ZDHC, je pense qu'il y en a qui connaissent mieux le ZDHC, donc ça veut dire Zero Discharge of Hazardous Chemicals. Donc c'est une initiative, ce n'est pas un protocole d'audit. Donc un audit ZDHC, ça n'existe pas. Il y a des audits Chemical Management qui vont vous dire qu'ils se sont inspirés du ZDHC. Ou alors le ZDHC va vous dire on reconnaît cet audit-là. Attention, le ZDHC n'est pas un audit, c'est une initiative qui a mis en place une liste, la MRSL, qui veut dire Manufacturing Restricted Substances List. Donc, ils ont défini une liste de substances restreintes dans la production et ils mettent à disposition des membres des outils pour les aider à travailler à l'élimination des produits chimiques. Donc, ce n'est pas un standard d'audit, mais c'est une initiative qui travaille en particulier sur les produits. Le Lever Working Group, c'est un standard d'audit pour le cuir. Donc, c'est un standard d'audit dédié sur une typologie d'usine en particulier. Alors, c'est un audit qui est très poussé, avec beaucoup de questions qui sont aussi spécifiques au cuir.
alors que vous avez une grille d'audit environnementale, comme par exemple celle que nous, on propose, ou d'autres grilles d'audit environnementales peuvent être utilisées dans tout type d'usine, de wet process. Dans le cas du Leather Working Group, c'est spécifique aux tanneries. Ce sont des audits qui sont quand même assez conséquents. Il y a très peu d'auditeurs certifiés LWG. Alors, je vais pas pouvoir aller plus dans le détail, mais il y a des initiatives comme le BEPI d'Amphory. Il y a aussi un audit, une certification STEP d'Ecotex qui couvre la partie environnementale. Donc, ce que je vous propose, c'est que si ce sujet vous intéresse, on fera un webinaire le 28 en français et le 29 avril en anglais sur ce sujet. Alors, je finis sur les pays de production et les enjeux environnementaux. Donc, rapidement, sur le Bangladesh, il y a quelque chose d'intéressant à dire. Vous avez dû lire beaucoup d'articles qui disent que rien n'a changé depuis le Rana Plaza. Donc, moi, pour avoir vécu au Bangladesh et pour avoir aussi visité beaucoup d'usines, on peut quand même dire qu'il y a eu des progrès en termes de sécurité du bâtiment. Et pour un certain nombre d'usines, on a aussi fait des progrès sur la santé-sécurité. Ceci dit, il y a encore beaucoup de choses évidemment à améliorer et notamment, moi j'insiste beaucoup sur la qualité de l'air dans les usines. C'est vraiment un sujet, je pense, qui a beaucoup été mis de côté jusqu'à maintenant. Peut-être que l'audit environnemental est l'occasion d'aller attaquer cette question de la qualité de l'air et donc aussi de la santé des travailleurs. On voit que les usines sont beaucoup plus ouvertes à la discussion sur la prise de conscience environnementale, même s'il y a un manque d'expertise, certes, et un manque de ressources, on a quand même des usines qui sont intéressées par le sujet. Alors le Bangladesh, c'est souvent un laboratoire d'expérience, puisque c'est un des pays où on a, comme vous le savez, un nombre d'usines textiles très importantes, et donc il y a beaucoup de projets qui ont été lancés pour l'évaluation environnementale. Donc les usines sont quand même au courant et sont habituées à ce qu'on parle de ces sujets-là. Ceci dit, elles ont quand même besoin de soutien. Certes, vous savez, il y a une grosse pression sur le Bangladesh sur la question de la conformité sociale et environnementale. C'est un pays qui est très exposé dans les médias, donc c'est un pays à nouveau qui prend vraiment conscience de l'importance du sujet de l'environnement. Malheureusement, c'est un pays où on a peu de suivi de la part du gouvernement. On a une réglementation environnementale qui est assez légère au Bangladesh. Et ce qui se passe, c'est que le département de l'environnement est en sous-effectif pour aller faire des contrôles dans les usines. Donc, beaucoup d'usines ne sont pas contrôlées. Par exemple, les usines payent pour que les autorités locales viennent prélever un échantillon à la sortie de la station d'épuration et faire des tests. Sauf que l'usine paye pour que ce contrôle soit fait et le département de l'environnement n'arrive pas à venir chercher cet échantillon parce qu'il y a un manque de... Sur quelques réflexions. Alors, on est sur un pays où on a des réglementations qui sont plutôt sévères. Vous avez aussi entendu parler, sans doute, de ce qui s'est passé à un certain moment en Chine et du fait que le gouvernement avait vraiment décidé de prendre des mesures très sévères et de fermer des usines qui ne respectaient pas la loi. Ceci dit, à l'échelle du pays, on a quand même un manque encore de contrôle. Il y a beaucoup d'usines qui ne sont pas au courant de toutes les réglementations et qui ne sont donc pas beaucoup encouragées à la mise en conformité, car il y a un manque de suivi. Donc même si les lois sont sévères, rappelez-vous qu'elles ne sont pas toujours, en tout cas, bien mises en application. Ce qu'on observe en Chine, alors c'est comme pour l'audit social, mais c'est qu'on a vraiment une certaine difficulté pour les usines à comprendre la finalité de l'audit. Donc ça, c'est un fait. Ce qui fait que c'est plus laborieux, je dirais, qu'au Bangladesh pour faire avancer les usines sur ces sujets environnementaux. Moi, ce que j'ai pu constater, comme vous le voyez sur les quelques photos que j'ai pu ajouter à cette slide, c'est qu'on a quand même en Chine un gros problème sur la prise de conscience des risques liés aux produits chimiques. On a vu des situations qui étaient vraiment critiques dans des usines chinoises sur la question des produits chimiques. Alors, sur la Turquie, ce qui est intéressant à dire sur la Turquie, c'est qu'en fait, on a une différence qui est vraiment importante entre des très grosses usines
ce qu'on appelle les Big Production Plants intégrés, qui sont à un très, très bon niveau de conformité avec la loi, qui est très sévère. Et de l'autre, on a des petites usines, des workshops qui sont très, très loin d'être en conformité avec la loi. Voilà, on a des situations de ce type qui sont très, très différentes. Moi, j'ai visité des usines en Turquie qui avaient vraiment mis en place des très, très bonnes pratiques. Mais voilà, sachez qu'il peut y avoir aussi des petits ateliers, au contraire, un peu en marche. Beaucoup d'usines n'ont toujours pas, ça c'est incroyable, de fire certificate. En fait, elles ne sont pas dans le bâtiment où ce n'est pas un bâtiment qui est autorisé pour cette activité. Donc ça aussi, c'est important à savoir. Finalement, sur l'Inde, et après je m'arrêterai, donc sur l'Inde, quelque chose d'intéressant, vous en avez sans doute entendu parler. Donc on a des lois à nouveau qui sont quand même assez sévères, plus sévères qu'au Bangladesh. À nouveau, on a toujours un peu ce problème de contrôle des autorités locales. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé en 2015 avec la décision du gouvernement indien de rendre obligatoire le Zero Liquid Discharge, c'est-à-dire zéro déversement des eaux usées pour un certain type d'usine qui déversait une certaine quantité d'eau par jour. Donc, c'est une mesure qui est très, très, très ambitieuse, c'est-à-dire que les usines doivent installer un système de recyclage, elles doivent retraiter les eaux. Donc ça très importante sur l'industrie. Il y a beaucoup d'usines qui ont dû ce n'est pas possible pour elles d'installer ce système. Mais aujourd'hui, on remarque que dans la zone de Tirupur, il y a effectivement un certain nombre d'usines qui ont installé ce système de Zero Liquid Discharge. Donc, c'est d'un côté une bonne nouvelle, même si, attention, le Zero Liquid Discharge, c'est un système qui est très coûteux, qui demande beaucoup d'espace, qui demande un investissement de l'usine qui est très important. Donc, attention, ce n'est pas toujours la solution dans des zones où effectivement les sources d'eau sont menacées, où il y a de moins en moins d'eau, ça peut être nécessaire pour le gouvernement d'imposer ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais temps, évidemment, je m'en excuse. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, l'idée, voilà, c'est de... Alors, je vais regarder effectivement s'il y a des questions et je vais répondre à vos questions. Je regarde l'heure qu'il est. On a encore un peu de temps, donc c'est parfait. Donc, alors, j'ai une question par rapport au coût de l'audit. Alors, moi, je peux répondre. Donc, le but de cette présentation, c'était de plus présenter l'audit de façon générale. Il y a de nombreuses sociétés qui proposent ce service-là. Il y a aussi des initiatives où vous pouvez vous renseigner. Ce que je peux vous dire, comme ça, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est que souvent, le coût de l'audit, donc calculé au man-day, comme pour un audit social, et souvent le man-day de l'audit environnemental est légèrement plus élevé que celui de l'audit social. Pourquoi? Parce qu'on est justement sur des auditeurs qui ont un profil plus technique, plus d'expérience. C'est aussi un travail d'ailleurs très conséquent de les former et de maintenir un certain niveau de connaissances. Donc, on a un man-day pour l'audit environnemental qui est légèrement plus élevé que celui pour l'audit social. En termes de durée de l'audit, d'ailleurs, donc ça va dépendre à nouveau des initiatives et des sociétés d'audit que vous choisissez. Nous, par exemple, on est sur un audit environnemental qui dure 2 jours. On a choisi de ne pas faire dépendre la durée de l'audit sur le nombre de travailleurs, puisque ce n'est pas un indicateur qui est déterminant pour l'audit environnemental. Par contre, sur l'audit environnemental, voilà, quelle que soit, disons, la taille de l'usine, il y a beaucoup de temps à passer sur la station, de temps à dédier aux produits chimiques. Donc, en général, sur 2 man-days, on peut avoir voilà, le temps pour faire une bonne évaluation. Donc, je répondrai, je pense, à une question comme ça, plus par écrit par la suite, parce que voilà, le but de cette présentation n'est pas d'être sur une démarche commerciale, mais je répondrai par écrit pour
pour ce point-là. OK. J'ai une autre question. Alors, quelle est la situation en Asie du Sud-Est, par exemple sur le Cambodge, le Vietnam et le Myanmar? Alors, pour ces pays-là, donc, à nouveau, hein, sur le Cambodge, Vietnam et le Myanmar, alors je peux parler notamment du Cambodge, que je connais mieux, où j'ai eu l'occasion de visiter des usines et de participer à des audits environnementaux. Alors, je dirais que bon, c'était assez critique. Hein. Enfin, en tout cas, ce que moi j'ai vu dans les usines cambodgiennes qui étaient des usines de dénime, la réglementation n'était pas du tout respectée, ou du moins c'était de toute façon une réglementation qui était très légère. Et ce qui se passe, c'est qu'au Cambodge, on a un management qui est chinois pour la plupart du temps dans les usines. Donc, on se retrouve un peu comme en Chine face à une difficulté de communication et face à une certaine réticence à s'améliorer sur les sujets de protection de l'environnement. Donc, je dirais qu'il faut considérer que voilà, des pays comme le Cambodge sont des pays où la situation est assez critique, où la réglementation est faible. Donc, un pays, je pense, où il faut être particulièrement vigilant et c'est pertinent de faire des audits environnementaux dans ce pays. Sur le Myanmar, on a moins réalisé d'audits sur ce pays puisque il y a moins d'usines de wet process, de rang 2. On est plus sur du garment ready, garment manufacturing, donc moins d'audits environnementaux sur cette zone, je dirais. Sur le Vietnam, on a voilà, des situations très, très contrastées. Hein. On peut avoir des usines, moi j'ai vu des usines qui travaillent avec des marques de sport qui sont engagées depuis un certain temps sur les démarches environnementales. Je pense par exemple à Nike, vont voilà, avoir déjà intégré un certain nombre de bonnes pratiques. Hein. Mais par contre, à nouveau, hein, si on est sur des petites usines qui travaillent avec des donneurs d'ordre qui sont moins qui pour l'instant ne travaillent pas sur le sujet, on aura des problématiques plus inquiétantes. Ça, je pense que c'est très important de le dire. Moi, c'est ce que j'ai constaté, quel que soit le pays où j'ai pu réaliser ces audits environnementaux. Souvent, des grandes usines qui travaillent déjà avec voilà, hein, des donneurs d'ordre connus, hein, comme H&M ou comme des marques de sport comme Nike, sont des usines qui sont déjà sensibilisées au sujet, qui ont déjà été poussées à travailler dessus, alors que des petites usines voilà, qui sont peut-être, qui travaillent avec des donneurs d'ordre moins connus et qui sont là plus ponctuellement, c'est les usines où on a plus de problèmes, je dirais. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, sur le délavage du dénime, de façon plus approfondie, est-il prévu un webinar à ce sujet? Alors, on va avoir un webinar qui va parler plus en détail des produits chimiques, du traitement des eaux usées. Et je dis ça parce que ce sont deux sujets qui sont très importants dans les usines de dénime. Après, ce n'est pas spécifique hein, à toutes les étapes du dénime, mais je pense que c'est intéressant quand même de suivre ce webinaire pour se rendre compte des problématiques qu'on a dans cette typologie d'usine. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est les produits chimiques qui sont utilisés dans le dénime, ou de parler des différentes étapes de traitement du dénime et des alternatives plus propres qui existent, on peut partager des informations sur ça. Pourquoi pas d'ailleurs organiser un webinaire plus tard, mais en tout cas, moi, je partagerai à la fin de cette session des informations sur le délavage du dénime en termes de dangerosité des produits et d'alternatives, si ça peut répondre à la question. Alors, pour les usines d'impression et de teinture en Europe, est-ce que les réglementations nationales couvrent suffisamment les problèmes environnementaux? Alors, très bonne question. Effectivement, beaucoup parlé d'Asie. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Alors, j'ai en toute transparence eu l'occasion de participer à un audit en Italie. Je n'ai pas été visiter d'autres usines en Europe, mais mon expérience en Italie, en tout cas, c'était qu'il y avait des réglementations qui étaient sévères, oui, et que
c'était quand même, enfin, l'usine que j'ai visitée était beaucoup moins problématique par rapport à tout ce que j'avais pu voir en Asie. Donc moi, quand même, je dirais que oui, en Europe, on a des réglementations qui sont sévères, qui couvrent une majorité des problèmes environnementaux. Après, on a toujours quand même, et ça, je pense que c'est indépendant du pays ou de la réglementation, ce risque de manque de conscience de la dangerosité des produits chimiques. Ça reste quelque chose qui est présent dans toutes les usines. Cette difficulté à concevoir qu'un produit chimique qu'on manipule peut réellement avoir un impact sur la santé et que donc tout ce qui va être moyen de protection, que ce soit éviter de respirer des fumées nocives, que ce soit protéger son corps des versements. Voilà, ça, il y a vraiment un manque de. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de prise de conscience sur ces sujets-là, même en Italie. Mais par contre, je dirais que globalement, l'Europe a une bonne réglementation. Et si vous avez des usines en Europe et en Asie, moi, je vous dis. Je regarde l'heure qu'il est. Ouais, on a encore un petit peu de temps, donc je vais regarder s'il y a d'autres questions. Tout ce qui est par rapport à l'organisation de l'audit, je répondrai. C'est vraiment dans la. C'est un petit peu. Ouais, c'est des sujets que j'aborderai par écrit parce que c'est sur comment réaliser un audit, donc enfin comment booker un audit, donc c'est pas tout à fait le but ici. J'avais d'autres questions. Par exemple, sur le profil des auditeurs environnementaux. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant, effectivement. Quel est le profil de l'auditeur environnemental? Moi, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Vous verrez que souvent, c'est soit un consultant. En fait, c'est quelqu'un qui a vraiment une très grande expertise. Alors, en général, ça n'existe pas quelqu'un qui est expert sur tous les sujets. Produits chimiques, traitement des eaux, gaz à effet de serre. Ça c'est vraiment pas commun. Donc, c'est souvent quelqu'un qui, par contre, a une expertise sur les produits chimiques ou quelqu'un qui a une expertise sur l'audit énergétique, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce consultant qui a une expertise, qui connaît le terrain, il peut être candidat pour devenir auditeur environnemental. Donc, lui, il aura une connaissance très technique qui est très intéressante. Par contre, il faut le former à être auditeur. Donc, c'est pas non plus forcément, comment dire, être auditeur, c'est quand même un métier qui demande énormément d'expérience. Donc, parfois, votre consultant qui va être expert en énergie, c'est pas toujours un très bon auditeur. Donc, vous voyez, c'est pas forcément parce qu'il est expert qu'il est parfait. Par contre, un auditeur, le deuxième cas de figure du profil de l'auditeur environnemental, c'est un auditeur social qui, donc, lui, a une très bonne expérience en tant qu'auditeur et qui se forme sur les questions environnementales. Donc là, on est sur un profil où on a quelqu'un qui connaît très bien son métier d'auditeur, mais qui, par contre, a besoin de gagner en expérience et en expertise sur les sujets environnementaux. C'est souvent dans ce cas de figure-là qu'on se retrouve, c'est souvent des auditeurs sociaux qui apprennent les sujets environnementaux. Et finalement, moi, j'ai quand même constaté que c'était intéressant de plutôt faire comme ça que d'aller chercher un consultant expert en quelque chose, puisque le métier d'auditeur, et moi, j'ai moi-même réalisé des audits, donc je sais à quel point c'est un métier difficile. Il vaut mieux être un très bon auditeur et avoir appris les problématiques environnementales plutôt qu'être un expert, par exemple, en produits chimiques, mais ne pas du tout être un bon auditeur. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que finalement, le métier d'auditeur, il est, je pense, aussi revalorisé avec les audits environnementaux, puisque nous, on a constaté que nos meilleurs auditeurs sur le social et qui étaient des auditeurs très expérimentés se révélaient après formation sur les questions environnementales, devenir de très bons auditeurs environnementaux. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je m'engage à répondre aux dernières questions par écrit. Donc, je vais envoyer un email avec les réponses aux questions. On enverra aussi un email avec cette présentation et avec le lien pour voir la vidéo si vous souhaitez revoir
ce webinaire. Donc, je m'arrête sur les questions parce que je voudrais surtout faire la conclusion pour ce webinaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'audit environnemental, il est utilisé pour contrôler les risques dans les pays où on a une réglementation qui n'est pas très sévère. Donc, pensez au Bangladesh, à l'Inde, au Cambodge, ou alors, j'en cite beaucoup, une réglementation qui est sévère mais qui n'est pas suffisamment bien mise en application. Donc, contrôler les risques à ce niveau-là. C'est aussi une façon, bien entendu, d'évaluer l'usine sur 2 sujets clés, la gestion des produits chimiques et la gestion des eaux usées. C'est aussi une façon d'aller plus loin dans le contrôle des conditions de santé et de sécurité dans les usines de les travailleurs sont exposés aux produits chimiques et donc il est extrêmement important pour leur santé d'aller s'intéresser à ce sujet-là. Et bien entendu, en termes de risque d'image, vous ne voudriez pas qu'il y ait un reportage d'Élise Lucet qui montre ce qui se passe dans votre usine avec des eaux usées qui se déversent dans l'environnement et votre nom qui y soit associé. Concernant les initiatives et les standards, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas un seul standard d'audit environnemental aujourd'hui qui fasse l'unanimité. Il y a plusieurs outils qui répondent à différents besoins. Donc, on en reparlera dans le prochain webinaire, mais sachez que voilà, il n'y a pas, je dirais, un seul outil qui répond à toutes vos problématiques, mais vous avez un outil pour l'auto-évaluation, vous avez une initiative pour se concentrer sur les produits chimiques. Et voilà, vous avez différentes initiatives qui répondent à différents besoins. Finalement, en termes de risques dans les pays de production, on a une réglementation qui est encore assez légère, voire qui n'est juste pas bien mise en application dans les pays, donc j'insiste, de production, les pays en développement ou les pays d'Asie, plus que les pays d'Europe. Moi, je recommande vraiment par aller dans les pays asiatiques et éventuellement voilà, les pays du Maghreb. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus d'usines sont conscientes de cette problématique environnementale et elles sont de plus en plus nombreuses à savoir qu'elles vont devoir travailler sur ce sujet et à être intéressées par les bonnes pratiques pour réduire leur impact sur l'environnement. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir. Vous pouvez m'écrire, ici vous avez mon adresse, si vous avez d'autres questions et d'autres choses que vous voudriez approfondir, écrivez-moi, je vous répondrai, je m'engage à répondre. Et voilà, donc prochain webinaire la semaine prochaine pour parler de 10 points clés à évaluer pendant une visite d'usine. Alors, on va essayer de vous faire une petite visite d'usine virtuelle. Mon but, c'est de tout faire en images, quasiment, pour que ça soit voilà, beaucoup plus concret et de vous qu'est-ce que l'auditeur il observe en usine. Après, dans 2 semaines, on aura les 3 enjeux les plus importants des usines textiles et du cuir. Donc, on va parler produits chimiques, eaux usées et déchets dangereux. Et enfin, effectivement, le webinaire pour vous en dire plus sur les standards et les initiatives. Voilà, j'imagine aujourd'hui, c'était vraiment très court, mais vraiment, lors de ce dernier webinaire, en tout cas de cette série, on parlera dans le détail de qu'est-ce que c'est que ZDHC, qu'est-ce que c'est que le Higg Index, qu'est-ce que c'est que BEPI d'Amphory. Voilà, j'essaie vraiment d'être très précise sur ces initiatives. Aujourd'hui, c'était un tout petit aperçu. Voilà, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.